Cette semaine, dans Histoire de se balader, Vincent vous propose de prendre de la hauteur et de découvrir les plus beaux phares du littoral normand. Il commencera son périple par une visite inédite du mystérieux phare de l'Ouest, juché au centre d'un fort abandonné dans la rade de Cherbourg. Puis il partira à la rencontre de Daniel, enfant du pays et fils d'un des derniers gardiens de phare. En fait, je regardais des fois la mer. Et je regardais s'il y avait des nanas, quoi. Voilà. Il entamera ensuite l'ascension du majestueux phare de Gatteville. Imaginez que vous allez pouvoir monter jusqu'ici. Ceux qui ont le vertige, oubliez. Les autres, sensation forte garantie. Avant de rencontrer Delphine, première femme guetteur de Sémaphore de France. Et François, spécialiste et amoureux des phares de Seine-Maritime. Et chaque phare a toujours une particularité, une singularité. Celui-là, c'est d'être posé dans une forêt. Que reste-t-il des premiers phares de la côte? Comment ont-ils été détruits et pourquoi? Quelles ont été leurs évolutions techniques et ont-ils encore une utilité? Histoire de se balader à l'assaut des plus beaux phares de Normandie. Alors ce que vous allez découvrir maintenant, c'est un lieu fermé au public. Grâce à Histoire de se balader, on a la chance, la possibilité d'aller là en plein cœur de la rade de Cherbourg. Et tout au bout de la digue se trouve le phare de l'Ouest, construit sous Napoléon Ier. Une visite unique, rien que pour vous. Et pour moi, je vais en profiter un petit peu quand même. Alors Claire, on va sur un endroit qui malheureusement n'est pas accessible au public. C'est la propriété de la Marine nationale? Absolument, c'est la propriété de la Marine nationale. C'est l'armée qui l'a construit sous Louis XVI et Napoléon Ier. Tu l'as déjà visité, tu le connais par cœur alors? Mais alors pas du tout, c'est la première fois que je vais sur la digue insulaire de la Grande Rade de Cherbourg. Ok. On sent que ça a vécu ici, hein. On voit la pierre qui est toute noire. Il y a eu plusieurs phases de construction, la première en 1781. Donc sous Louis XVI. Exactement, sous Louis XVI. Le but, c'était de construire une digue pour se protéger des invasions anglaises. Et c'est Napoléon III qui l'a inaugurée en 1858. Ça a pris combien d'années pour aller jusqu'au bout? Et d'ailleurs, elle fait quelle distance en totalité? Alors, la digue, en tout, on a presque 7 km. Ça a commencé sous Napoléon Ier, ça s'est fini en 1858. D'accord, donc Une cinquantaine d'années. Ah, quand même. Alors cette digue, est-ce qu'aujourd'hui, encore au XXIe siècle, elle est efficace? Eh bien oui, elle permet notamment d'éviter que des vagues de creux de 7 mètres, en cas de grande tempête, puissent causer des dommages aux bateaux qui sont accostés au port de commerce de Cherbourg. Alors, moi, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, ce sont les phares. Et alors, je vois qu'il y a des forts. Est-ce qu'au bout de cette digue, à chaque fois, sur un fort, il y a un phare? Eh bien, le phare, il est juste derrière nous, c'est le phare du Fort de l'Ouest. Le phare du fort de l'Ouest? Le phare du Fort de l'Ouest. Far away? Juste là? Juste là. On y va, ok. C'est quand même impressionnant. On s'en rend peut-être pas compte, mais l'arrivée là, la porte, le volume du bâtiment est hyper impressionnant. Surtout dans un endroit comme ça, paumé en plein milieu de la rade. Oui, oui. Waouh! C'est quand même... Il n'y a pas de lumière, donc? Non. Ok. Fonce, donc j'explique. Alors juste ici, là, Eh bien, on a c'est donc le fameux phare du fameux fort. phare. Le phare Oui. du fort. On peut monter en haut? On peut monter là-haut. Ouais, je voulais vous parler de ce phare-là parce qu'il est quand même incroyable. Le phare ici qu'on ne peut jamais visiter,
Lui, il date de quelle époque alors? Il a été construit en 1840. La tour cylindrique a été construite à ce moment-là et ce phare est automatisé depuis 1986. Ça fait partie de la chaîne sémaphorique qui surveille le littoral. La chaîne sémaphorique. Ça veut dire que si on suit cette chaîne, normalement, sur toute la côte, il n'y a pas un seul trou. Partout, on peut être vu et éclairé par un phare, en fait. Exactement, un phare ou un sémaphore. La chaîne sémaphorique, on continue. On va aller un peu plus loin du côté du Cap Lévy pour découvrir un phare plus classique, on va dire. Now, darling, I am not afraid to love you. I am not afraid. And sugar, honey pie, ain't gonna hurt you or let you. On est seul au monde ici, Daniel, hein? Oui. On est tranquille. De mon temps, ici, on était vraiment seul au monde, que là, maintenant, il y a des camping-cars, des touristes partout. Mais il en faut, il en faut. Et vous connaissez particulièrement ce petit coin de Landes? Oui, Parce que vous y avez vécu. Voilà, je suis arrivé, j'avais 1 an. Et je suis reparti, j'avais 18 ans pour rentrer dans la marine, quoi. Je montais très souvent au phare, faire des escapades pour redescendre sur la rampe du phare à Califourchon. Ma mère ne le voyait pas, heureusement. Parce que... Donc vous connaissez les moindres rochers, le moindre morceau de lande ici, au bout du Cap Lévy? Bien sûr, bien sûr. J'allais à la pêche, là où j'avais une carabine à plomb, je tirais tous les lapins. Il y avait plein de lapins à cette époque-là. Ici. Mais je ne peux pas le dire, ça. Mais non, mais vous ne l'avez pas dit. Hein. Personne ne l'a entendu, ouais. d'ailleurs, je crois. Donc là, on va arriver à ta maison? Ouais, on va arriver dans la cour de la... Oh, c'est incroyable de se dire quand même que... Et là, derrière, à droite, il y avait le poulailler, Ah, d'accord. qui n'existe plus, d'ailleurs. Les poules, elles devaient être bien vantées quand même ici. Ah ben oui, hein. Vent d'ouest. Peut-être les premières poules qui se sont envolées. Ah, merci, maître. Le quotidien de ton père, c'était quoi? D'aller allumer le phare tous les Alors, matins? Mon père, dans la journée, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il partait à la pêche. Ma mère restait là pour faire les visites. Il faisait les visites. Et puis, tu sais, à cette époque-là, on buvait un petit coup. Alors, le soir, mon père... Bon, donc, c'est plutôt ma mère qui faisait le service, quoi. Je dois dire que c'est elle qui faisait marcher la boutique. Ah bon, d'accord, ok. Ça veut dire concrètement qu'il fallait monter à l'intérieur du phare pour l'allumer? Le soir, il fallait monter là-haut pour remonter un contrepoids qui partait du bord jusqu'en haut. C'est pas vrai. Ah oui? Comme ça. Et après, si tu veux, le contrepoids descendait tout doucement. Ah, et faisait tourner le... Dès l'allumage, jusqu'au lendemain matin, ça arrivait... ouais. Bon, on fait le tour du propriétaire alors? Si vous voulez, mon cher ami. Hein? Qu'est-ce qui remonte comme souvenir quand tu es justement à cet endroit-là? Mon père avait son champ de pommes de terre ici. Ah, ok. Et qui m'obligeait à aller cercler les pommes de terre, comme on dit. Tu vois. Et moi, par contre, j'aimais bien regarder aussi, tu vois, j'étais comme ça. Alors, en fait, je regardais des fois la mer. Et je regardais s'il y avait des nanas, quoi. Alors, Voilà. Et après, donc, t'allais draguer sur la plage? T'allais draguer à la plage? j'avais fait une guitare. Et c'est vrai, j'allais jouer de la guitare sur les rochers. Mais il n'y a pas beaucoup qui venaient me voir. Ah, j'adore. Alors, par contre, mon épouse, elle m'a trouvé là. Je sais pas comment, je me rappelle plus de trop. Elle devait passer en scooter. Et puis, c'est une fille d'ici, quoi. Une fille d'ici. Et alors, donc, elle t'a vu avec ta guitare? Ouais, voilà. Ouais. Et tu l'as regardée avec tes yeux de Je me braise? demande si elle m'a pas dit, tu joues pas très bien. Ah, d'accord. Je sais plus. Elle t'a chambré directement, ça t'a plu, tu t'es dit, elle a du caractère. Ce phare, tu penses que c'est quelque chose encore qui te paraît nécessaire ou ça devient complètement superflu, là? Non, mais J'estime que ce phare, il est en place, il doit y rester. Il n'y a déjà plus d'église, on supprime les phares. Hein? Non, il a son utilité. Et puis, ne serait-ce que pour le tourisme. Voilà. Les gens viennent voir le phare de Fernandville. Alors, malheureusement, on ne peut pas monter en haut de ce phare parce qu'il est fermé. Oui. Est-ce qu'il y a dans la région un phare que je pourrais visiter, sur lequel je pourrais monter, aller tout en haut? Alors, tu as notre concurrent, si on peut dire, le phare de Gatteville. Gatteville? Ah, c'est un superbe phare, magnifique. Très haut, très haut. Bon, bah écoute, je te laisse là admirer la mer, Oui. te replonger dans tes Et toi, tu souvenirs. t'en vas à Gatteville, alors. Et moi, je m'en vais à Gatteville. Ah bah, bonne journée, merci beaucoup. Merci Daniel. Au revoir. Ciao.
Bonjour Valérie. Bonjour Vincent, enchanté. Moi-même. Bienvenue. Je me demande si j'ai déjà vu en France un phare aussi haut. C'est le deuxième plus grand de France. Le plus haut se trouve sur l'île Vierge en Bretagne, dans le Finistère Nord. Donc c'est D'accord. du côté de la Bervrac. Et celui-là, il mesure combien? 75 mètres contre 82 pour l'île Vierge. L'objectif à l'époque de ce phare, c'était quoi? Parce qu'il y avait déjà beaucoup de navires qui faisaient des naufrages près d'ici. Oui, ça remonte à très très loin. Le premier naufrage le plus célèbre, c'est la Blanche-Nef en 1120. Donc qui a vu la fin des héritiers du trône d'Angleterre quand même. Il y en a eu aussi en 1860 un trauma américain, donc 103 personnes à bord, 2 survivants seulement. Construit à quelle époque? Donc entre 1829 et 1834. D'accord. Pour- Donc 5 ans pour le construire, c'est Voilà, rapide, ça a été très rapide. Il a fallu 11 000 blocs de granit qui 11 000 représentent blocs de granit. voilà, 7 400 tonnes et toutes les pierres ont été taillées à la main. Ces pierres, elles ont été débitées dans la roche, ici, là, juste là. Tout à fait, à marée basse, on peut voir les découpes au niveau des rochers. Alors bon, bah, on en parle, on a envie d'aller les voir quand même. Mais bien sûr, Et évidemment, du coup, il y a un ascenseur. pas besoin, il y a plein de marches. Plein? Plein de marches. Combien 365 en tout. 365. Ah, une par jour? Voilà, une pour chaque jour de l'année. Ok. Donc on en a déjà monté quelques-unes, ça va. Alors un peu moi, moins. ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tout en une journée. D'accord? On fait toute l'année et on y va. – 300. 300 marches, ça y est. Voilà, 49. Ok. Fallait pas oublier le pain quand on était gardien de phare ici. Ah, hein. c'est sûr. 311, 312. Et Allez. 320. J'ai enfin. Ça se mérite un phare se comme mérite, ça. voilà, mais on est bien récompensé en arrivant. 70 mètres. Oh là Et là. voilà, la vue. Impressionnant. Imprenable. Alors c'est impressionnant parce qu'il y a juste une toute petite barrière à jouer. Bah, c'est peut-être ce qui impressionne le plus dans d'autres phares, c'est vrai. C'est fermé. Incroyable. On est là face aux éléments naturels. Toute petite barrière quand même. Voilà, elle paraît bien minuscule. Elle paraît petite, hein? Oui. Et quand on a le vent là, comme ça, qui brasse, plus la perspective, c'est ouf. Et encore, il n'y a pas beaucoup de vent. Ah, là, on voit bien au début toute la roche qui a été débitée, c'est incroyable. Voilà, ouais. Vous avez rencontré, vous, les gardiens de phare qui travaillaient ici, Et oui, je les ai connus. et vous ont déjà raconté la difficulté, ou en tout cas le fait qu'il ne fallait rien oublier en bas une fois qu'on devait travailler en haut. Oui, bien sûr, un des gardiens m'avait raconté ça, qu'à l'époque, il y avait des rideaux autour de la lanterne, en fait, pour protéger l'optique du soleil. Donc il fallait monter le matin pour les installer après l'extinction et remonter le soir avant l'allumage pour les enlever. Et donc il est monté un petit peu à la bourre, et en arrivant devant la porte de la lanterne, ah, pas de clé. Donc il a dû redescendre à fond la caisse et remonter à toute vitesse. Là, il a dû battre un record ce Ah jour-là. oui, parce qu'on peut la voir, la lanterne? On peut aller jeter On un peut œil? la voir, oui, de Ouais. l'extérieur, oui, tout à fait. Bon, bah alors on fait le tour par là, on continue. Oui. Oh là là. Oui, nous voici arrivés à l'endroit le plus impressionnant du phare, cette montée des dernières marches. Oh là là, l'escalier le Pour plus accéder vertigineux du monde. à- Ouh, c'est flippant. Ah, c'est bien flippant. Ah oui, d'accord. Ces optiques-là, il faut les changer régulièrement ou ça peut tenir des centaines d'années? L'optique en elle-même est là depuis le début du XXe Ah, siècle. c'est ça. Donc, ouais, effectivement, ça peut tenir longtemps. Et donc, la portée est de quoi? 50, 60 Une kilomètres? cinquantaine de kilomètres. La technologie est toujours la même et on n'a pas réussi aujourd'hui à faire mieux pour diffuser une lumière Ouais. au loin. C'est ça qui est impressionnant, ouais. Merci, monsieur Fresnel. Merci, monsieur Fresnel. Merci Valérie aussi, parce que, et dites-moi, est-ce quand on vient visiter le phare, on peut monter jusqu'ici? Oui, tout à fait. Donc imaginez que vous allez pouvoir monter jusqu'ici. Ceux qui ont le vertige, oubliez. Les autres, sensation forte garantie. Ouh, 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 ouh. Oh là 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 là. Incroyable. Bonjour Delphine. Bonjour Vincent. Enchanté. Enchanté de même. Alors, j'étais juste là avant, avec une vue exceptionnelle quand même. Alors, c'est vrai que l'immensité est assez impressionnante. Dans un phare, et juste en face, il y a ce qu'on appelle le sémaphore. Voilà. Pour comprendre d'abord juste la terminologie, sémaphore, ça veut dire quoi? Le sémaphore, à l'inverse du phare, est fait pour regarder ce qui se passe, mais n'est pas fait pour être vu. Est-ce qu'il y a un gros trafic maritime en face, là? Tout à fait, parce que vous avez tout le rail des Casquets qui passe donc au large, et tous les bâtiments, les bateaux, les pétroliers qui quittent le rail des Casquets
pour aller au Havre Ouais. passe devant nous. Alors le nom exact de votre métier, c'est Guetteur sémaphorique. guetteur sémaphorique. C'est joli quand même. Hein. Dans votre enfance, vous regardiez les choses au loin comme ça? Est-ce que c'était déjà... Je ne suis pas originaire du bord de mer, mais mes parents sont originaires d'ici. Donc on venait en vacances tous les week-ends. Voilà. Donc voilà, on allait toujours, tous les soirs, la balade, c'était d'aller sur le cap et de regarder ce qui se passait. Ah, ça vient de quelque part Voilà. quand même. Hein. J'ai 2 grands frères dans la marine nationale, ça aide Ah, aussi, aussi, d'accord. mais qui étaient embarqués. Quoi. Vous êtes une des rares femmes, peut-être la seule même, guetteur Je suis la seule femme chef de poste. Oui. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes dans la marine, y compris dans cette spécialité, ce qui fait qu'il y aura bientôt beaucoup de femmes chefs de poste aussi. Et dans le sémaphore, ici, on est 3 femmes sur un équipage de 10. Il y a un homme qui veut bien visiter le sémaphore, c'est moi. Bon, et ben je On vous y va? emmène. Vous êtes ma guide? C'est parti. Voilà la vue sur mer. Et voilà. Alors on voit jusqu'à quelle distance ici? On peut voir en fait dans nos jumelles les côtes de Port-en-Bessin qui sont autour de 50 km. Quand il fait beau, on peut voir. Ah, donc le maximum qu'on peut avoir en vision avec, par exemple... Oh là, elles sont énormes les jumelles d'ailleurs. Voilà. Avec des jumelles comme ça, c'est 50, 60 km, c'est Voilà, ça? tout à fait. Celles-là, elles grossissent 25 fois. Alors. Et du coup, en fait, on va pouvoir surveiller tous nos navires. Alors là, il n'y a pas grand monde en ce moment, ou alors un plaisancier. Parfait. Un plaisancier On vous embauche? Alors si par exemple, moi je me trouve dans mon bateau et puis il y a une tempête et je commence à être dans la mauvaise direction, ça commence à devenir dangereux, je vous appelle à l'aide, vous? C'est vous? Je dois vous appeler? Vous m'appelez pas moi, en fait. Vous lancez un appel de détresse sur votre VHF, qui ressemble à une CB. Hein. Et en fait, voilà, tous les utilisateurs de la mer, y compris moi, nous veillons le canal 16. Ce qui fait qu'en fait, quelqu'un va entendre cet appel. Donc effectivement, les sémaphores sont là pour ça. Donc on va récupérer toutes les informations, savoir si c'est un blessé, si c'est quelqu'un qui coule, si c'est quelqu'un qui a juste une panne moteur, on va dire. Bien sûr, la position, le nombre de personnes à bord, le type de navire. Et toutes ces informations-là, on va les retransmettre au coordinateur de mission de sauvetage qui va décider des moyens envoyés sur place. D'accord. Quelle est la situation la plus stressante, la plus difficile à gérer pour vous, justement? Nous, en fait, ce qui peut être stressant, c'est que nous, on n'intervient pas. Nous, on est derrière notre radio, donc on est au chaud, on est protégé du vent. C'est d'avoir des gens qui sont dans la panade, qui sont en train de couler ou qui ont un blessé à bord. Voilà, on peut très bien avoir un enfant qui est en train de nous dire qu'il a son papa qui est tombé, qui est inconscient. Nous, voilà, tout va passer par la radio, tout va passer par l'émotion qu'on peut avoir dans la voix et justement garder ce calme pour essayer de calmer la personne qu'on a en face et lui dire qu'on l'a vu, on l'a entendu, on lui envoie les secours. On peut aller voir la vue sur mer, là, de l'autre côté? Bien sûr, on va sur le chemin de ronde. Ah bah voilà. Là, on a le grand air. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier-là? bah, Pour être c'est près clair. des éléments naturels? C'est clair qu'il faut aimer la nature. Mais alors en Des fois, plein hiver, quand même, ça doit être dur, non? effectivement, quand on est en pleine tempête, on lave souvent les carreaux. Hein, parce que, mine de C'est rien, pas, là. c'est notre outil principal Bien de sûr, voir ouais. l'extérieur. Et alors la déformation professionnelle, quand tu pars en vacances, que tu es au bord de la plage? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Faut pas rêver, on a toujours... c'est notre métier, mais c'est... Voilà, on a Chasser cette le naturel culture-là. et revient au galop. On a cette culture-là. I took a stroll on the old long walk of the day. I met a little girl and we stopped to talk of a fine soft day. And I asked your friend, what's a fella to do? 'Cause her hair's black and her eyes are blue. Alors quand on voit des phares comme celui-là, François, en général sur la côte, on voit des phares tout près du littoral, ils ont tendance à être 2 à 3 fois plus grands. Or, celui-ci qui s'appelle le phare Dailly. Dailly, d'ici. Oui, Aïe. c'est la pointe, ouais. Et en fait, celui-là, il est quand même beaucoup plus petit. Il est plus petit, mais il est perché sur une falaise, donc il est en fait plus haut. Alors ça, c'est le premier phare qui a été construit ici ou pas? Non, justement, celui-là, c'est le dernier d'une série de 3 phares qui ont dans un enchaînement un peu étonnant, parce qu'en fait, on a construit un premier, on a cru qu'il allait tomber à la falaise, donc on en a fait un deuxième.
Et le premier est tombé ou pas quand Non, même il est resté en fait, il a survécu. Ah, d'accord. Et il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, et les Allemands, avant de partir, l'ont dynamité. Donc on est allé rechercher le premier phare, D'accord. qu'on a rallumé, et puis après on a construit celui-là. Ah, donc ça veut dire qu'il y en a un aujourd'hui dont les vestiges sont ensevelis quelque part Ah ouais. sous la mer. Donc vous voyez, c'est une histoire de 3 phares un peu compliquée. Alors ce phare-là, donc il fonctionne, il est toujours en fonctionnement. Oui. Sa lumière, elle est visible jusqu'à quelle distance? Celui-là est lié au phare de la Hève qu'on va voir tout à l'heure. Et donc, ce sont 2 phares, des phares d'approche en fait pour les bateaux. Ils éclairent jusqu'à 60 km. Quand même. Avant qu'il y ait le premier phare, j'imagine, c'était extrêmement difficile de naviguer. Ouais. On est à côté de Dieppe en fait. Donc, il fallait baliser l'arrivée de Dieppe. Et il y a eu énormément de naufrages. Il y a eu beaucoup de naufrages. Il y en a une quarantaine au siècle passé. On va à l'intérieur? Eh ben non, ça va pas être possible. Parce que c'est un phare... comme tous les phares, d'ailleurs, ils sont interdits au public. Et puis il y a des produits, par exemple, la tourelle qui est au-dessus fonctionne sur un bain de 400 kg de mercure pour pouvoir tourner. Ah, et donc d'accord. le mercure, c'est un peu toxique. Un peu beaucoup même, d'accord. Bon, bah, on va pas rentrer, on va faire le tour par contre, on va continuer à se balader. Parce que l'environnement immédiat, naturel, est super chouette quand même. Là. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es passionné pour les phares? D'abord parce que j'aime beaucoup le littoral. J'aime bien la voile aussi. Je suis marin de plaisance. Et donc les phares, c'est toujours posé dans des lieux un peu mythiques, des lieux étranges, et on les voit de la mer. Mais quand on s'en approche, en fait, on découvre un paysage chaque fois. Et donc c'est à la fois une architecture toujours nouvelle, toujours réinventée par des architectes dans des lieux d'exception. Et en fait, c'est ça qui fait que c'est fascinant. En fait. Et chaque phare a toujours une particularité, une singularité. Celui-là, c'est d'être posé dans une forêt. Le roulement des vagues, là. Ouais, on entend les oiseaux aussi, les oiseaux de mer. En fait, là, on va arriver juste devant la mer. Voilà. C'est ça qui est super chouette. La dernière fois que j'étais venu à Varangeville, je m'étais fait la même réflexion. Et je comprends pourquoi il y a autant de peintres qui sont venus ici. Ah oui. C'est que les nuances des nuances de vert gris, c'est à tomber par terre. Il y a d'autres phares à visiter quand même dans le coin. Alors, je vous propose, c'est qu'on aille voir Ok. le suivant. Et le suivant, c'est la Hève. Ok, très bien, allons-y. Down a highway through the cradle of the Civil War. And I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. Alors en fait, ce phare de la Hève, c'est quoi ses dimensions? Depuis le bas de la falaise, il est à, je crois, 122 mètres. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est la hauteur totale. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être très grand, puisqu'il y a la falaise en dessous. En fait. Ok. Celui-là, c'est un phare relativement récent. Il a des années 50. Mais ce qu'il a de particulier, c'est ça a été un des premiers phares électrifiés de France, si tu veux. Et il a pas mal de choses comme ça. Par exemple, il a un ascenseur à l'intérieur. Carrément. Ouais, voilà. On sait que dans la plupart des phares, on a des ampoules qui sont importante, mais c'est la lentille qui va projeter cette lumière au loin. Est-ce qu'on utilise de la LED qui consomme moins, par exemple? On n'y est pas encore? Les ampoules sont pas très puissantes, en fait. C'est vraiment l'optique qui fait tout. Quoi. Tu vois, donc, et encore une fois, Monsieur Fresnel, encore une fois, qui revient, qui est vraiment la personne importante qui a permis vraiment de développer les phares dans le monde entier. Et alors lui, il n'a pas connu la gloire de sa technologie, de ce qu'il avait mis en place, parce qu'il est mort avant. Mais en tout cas, aujourd'hui, tous les phares de France, et celui-ci, voilà, c'est les mêmes lentilles qui durent très très longtemps. Donc. Alors, et à l'entrée, à l'embouchure de la Seine, il y a d'autres phares comme celui-là? Ouais. Alors tu vois, là, on a croisé plusieurs faisceaux de phares, plusieurs caps. Donc là, on est sur le cap de la Hève et sur Samson de la Roque, qui est aussi sur un cap, qui est un peu dans les terres. Et donc, ce petit phare est un phare qui n'a pas besoin d'avoir une portée comme celui-là, puisqu'il éclaire juste l'entrée il guide dans la Seine. C'est un joli petit phare mignon dans son paysage. Et là, on remonte la Seine et on a une vue à couper le souffle à 180 degrés et on voit les bateaux remonter. C'est très joli. Where you going, Rusty James? So rumble on, knives and chains. Merci François. Salut. J'ai appris plein de belles choses et puis maintenant, je ne regarderai plus les phares de la même manière. Merci, ciao. Oh là là, il y a un nombre incroyable de bateaux et on comprend du coup l'utilité de ces phares qui leur permet de se repérer de jour comme de nuit, en plus d'être jolis. Et il y en a partout sur la côte normande.
Alors c'est la fin de cette émission. Je vous dis à la semaine prochaine. On se retrouve pour de nouvelles aventures d'histoire de se balader. Et moi je vous dis ciao!